Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une problématique qui intéresse beaucoup de monde, la batterie du futur. On commence à voir émerger des technologies qui pourraient bien changer notre vie. Il est temps de se plonger dans ces batteries du futur et de voir si leurs promesses ont une chance d'entrer dans notre quotidien. Si vous ne voulez pas manquer les épisodes de cette nouvelle série, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications avec la petite cloche. Cela permet aussi de faire perdurer mon travail, ce dont je vous remercie. Bon, allez, il est temps d'entrer dans le futur. Générique. Depuis l'invention de l'électricité, les ingénieurs se sont toujours cassé la tête pour stocker cette énergie. En effet, contrairement à d'autres approvisionnements énergétiques, le réseau électrique doit consommer ce qu'il produit, ni plus ni moins. Donc les premiers électriciens ont commencé à chercher des solutions pour stocker cette énergie et pour cela, ils ont fait appel à de nombreuses techniques. Faire un réservoir d'électrons est impossible. Il a donc fallu passer par une transformation de l'électricité par des moyens mécaniques ou chimiques. Comprimer de l'air, pomper de l'eau ou faire tourner des roues d'inertie sont des moyens encore actuels pour réguler le réseau électrique. Ils sont pourtant peu transposables à petite échelle. Dans une voiture, l'air comprimé ne stocke que très peu d'énergie et en plus, son rendement est extrêmement faible. Les autres solutions mécaniques sont bien trop volumineuses pour être viables dans une automobile. Il faut alors se concentrer sur le stockage chimique qui est plus petit et plus dense. Les atomes comportent des électrons. Si on en arrache un ou si on en ajoute un à un élément chimique, on va créer ce qu'on appelle un ion, à savoir un atome chargé électriquement. On peut alors stocker beaucoup d'énergie dans un espace réduit. Le gros avantage d'une telle solution est un rendement important, contrairement à la production d'un carburant fabriqué à partir de l'électricité ou d'une autre énergie. Les premiers aboutissements du stockage par batterie sont apparus au milieu du 19e siècle. C'est un Français, Gaston Planté, qui invente la batterie rechargeable au plomb. Il se base sur des recherches initiées par Alessandro Volta, qui a créé la première pile électrochimique de l'ère moderne. Il s'agit d'un générateur d'électricité se basant sur les propriétés de certains métaux, à créer du courant lorsqu'ils sont mis en contact. Il empile 60 rondelles de cuivre et de zinc qu'il sépare à l'aide de feutres imbibés d'acide. C'est cette configuration qui lui donnera le nom de pile. Certains archéologues présument également que des civilisations antiques connaissaient aussi les propriétés de ces métaux. Ils ont découvert des jarres présentant toutes les caractéristiques de piles rudimentaires à base de languettes de cuivre et de fer baignant dans un jus de citron pour l'électrolyte. Si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien vers un article dans la description. À l'époque de Gaston Planté, pourtant, on savait déjà comment produire de l'électricité avec un générateur électromagnétique, une dynamo. Il s'est alors dit qu'on pourrait combiner les deux techniques pour permettre de fabriquer des piles réutilisables. En utilisant du plomb et de l'acide sulfurique, il a réussi à trouver un moyen de le faire à des prix raisonnables. C'est ainsi que cette technique a perduré jusqu'à nos jours. Pourtant, ces batteries étaient encore lourdes et la technologie des piles évoluait vers des contenants plus efficaces et plus légers. C'est au début des années 1970 que le développement des piles rechargeables a fait un bond énorme. Tout d'abord avec les couples chimiques cadmium-nickel, puis nickel-métal-hydrure, pour arriver enfin à la batterie lithium-ion. Cette dernière connaît un développement important en ce moment avec des chimies multiples, des architectures diverses et surtout des efforts de recherche extrêmement soutenus. Pour vous faire une idée de ce qui existe actuellement sur le marché, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les différentes solutions actuelles que je vous mets dans les fiches et dans la description. On a beau avoir une multitude de batteries à notre disposition, il ne se passe pourtant pas un jour sans qu'on entende parler de la création d'une batterie révolutionnaire qui va changer nos vies. Et pourtant, les évolutions réelles sont lentes. Les batteries de dans 3 ans, comme je les appelle, sont bien trop souvent des communications marketing pour financer les recherches, qui dureront des années, voire des décennies. Pourtant, certaines technologies semblent commencer à émerger dans ce chaos. Elles sont plus avancées que les autres et entrent dans des phases de test pour l'automobile ou d'autres domaines. Celle qui tient la corde en ce moment est la batterie à électrolyte solide. Et c'est d'elle que je vais vous parler dans ce premier épisode. Tout d'abord, il faut bien faire la distinction entre la batterie à électrolyte solide et la batterie dite tout solide. Une cellule lithium-ion actuelle est composée de plusieurs éléments nécessaires à son fonctionnement. Tout d'abord la cathode, c'est elle qui donne son nom à la chimie de la cellule. Les métaux les plus utilisés en plus du lithium sont le nickel, le cobalt, l'aluminium, le fer ou le manganèse. Puis il y a l'anode, généralement composée de graphite avec une proportion variable de silicium.
C'est sur cet élément que certaines batteries du futur comptent pour faire des gains importants. Mais ça, on en parlera dans un prochain épisode. Les deux électrodes sont séparées par des séparateurs. Bah oui, autant faire simple. Et ces séparateurs laissent passer les ions lithium lors de la charge et la décharge. Enfin, il y a un électrolyte, qui est à la base un liquide organique qui permet le transport de ces ions. Si je dis organique, c'est en raison de la nature même de ces liquides. Ils sont issus de la vie et de sa décomposition au cours de millions d'années pour donner du pétrole. Eh oui, les batteries de nos voitures ont besoin de cet or noir, mais ne le consomment pas pour autant, pour faire leur office. C'est ce qu'on appelle l'usage noble d'un matériau. Les premières recherches sur les batteries solides ont porté sur cet électrolyte, car il a deux propriétés parasites. Premièrement, il est sensible à la chaleur, et deuxièmement, il n'empêche pas l'emballement thermique qui peut conduire à la combustion des cellules. Pour le remplacer, deux technologies émergent, les électrolytes solides polymères et les électrolytes minéraux. Les premiers sont toujours organiques puisqu'à base de pétrole, mais sont sous forme de polymères et permettent une meilleure protection contre l'emballement. Les batteries produites avec un tel procédé ont pourtant des densités énergétiques plutôt moyennes, voire en retrait par rapport à celles faisant appel à des électrolytes liquides. Et en plus, elles ont de gros défauts. Premièrement, elles doivent être chaudes pour fonctionner. En dessous de 60-70 degrés Celsius, elles sont inertes. Deuxièmement, si elles sont durables tant que leur température est maintenue, elles se dégradent fortement sitôt qu'elles sont refroidies. Plus la batterie a été utilisée, plus le phénomène s'amplifie. À chaque refroidissement, on va avoir une dégradation de la batterie. En effet, si on regarde à l'intérieur, le facteur limitant la durée de vie des batteries lithium-ion est la formation de petits cristaux de lithium, des dendrites. Ces minuscules petites aiguilles de lithium se répartissent de manière homogène dans un électrolyte liquide. Lorsqu'elles sont en nombre trop important, elles peuvent mettre la cellule en court-circuit. Mais surtout, pendant la durée de vie de la cellule, c'est une partie du lithium qui n'est plus disponible pour la charge. C'est une des raisons qui explique la dégradation progressive des performances d'une batterie lithium-ion. Dans les électrolytes solides, ces dendrites ne peuvent pas migrer et se répartir. Elles se concentrent au niveau du séparateur et augmentent les risques de micro-court-circuit qui auront au final raison du bon fonctionnement de la cellule. Pourtant, ces batteries dites lithium polymère solide sont peu chères et peu complexes à produire, ce qui explique qu'elles soient déjà sur le marché. C'est la technologie qu'utilise Bolloré pour ses batteries Blue Energy. À la lumière de cette expérience en demi-teinte, d'autres laboratoires travaillent sur des électrolytes solides plus efficaces. En effet, si augmenter la densité énergétique d'une batterie est un défi, c'est surtout de rendre la batterie utilisable à toutes les températures qui est un défi encore plus grand. Actuellement, ce sont des matériaux minéraux de type oxyde ou sulfure qui sont testés, mais qui sont loin d'être au point à ce jour. Ils sont chers, très compliqués à mettre au point, mais surtout ne présentent pas un gain significatif dans la durée de vie des batteries. Car oui, la durée de vie d'une batterie est un point essentiel pour l'avenir de la voiture électrique. Comme nous l'avons vu, c'est l'évolution de la concentration de dendrites qui détermine en grande partie la durabilité d'une cellule. Le gros avantage d'une cellule à électrolyte liquide est qu'il en faut une forte concentration pour rendre la cellule inopérante. Avec un électrolyte solide, c'est le séparateur qui concentre ces formations parasites. Il en faut donc moins pour impacter le fonctionnement de l'ensemble. Donc, une batterie solide a, par définition, une durée de vie bien plus faible. La formation de dendrites est également favorisée par des températures élevées, ce qui explique la disparité entre les durées de vie des batteries actuelles. Sans contrôle thermique, une cellule lithium-ion se dégrade fortement aux alentours de 500 à 800 cycles de charge-décharge. Lorsque l'on limite l'échauffement, les batteries atteignent facilement 1200 à 1500 cycles, voire 2500 cycles pour la cellule LFP. Les batteries à électrolyte solide polymère atteignent des chiffres de 1000 à 1500 cycles si elles ne subissent pas de refroidissement, mais pas celles à électrolyte non organique. Leur durée de vie à ce jour ne va pas au-delà de 200 ou 300 cycles en laboratoire. De récentes avancées permettent d'entrevoir des évolutions à ce niveau, et plusieurs constructeurs automobiles ont misé sur cette technologie. Ainsi, BMW, Hyundai ou Ford travaillent avec la société américaine Solid Power. Des gains de densité énergétique sont possibles grâce à la chimie des anodes, mais ce qui est bien plus intéressant, c'est que ces batteries peuvent se charger plus rapidement sans trop chauffer. Tous ces gains sont toutefois tout aussi accessibles pour les cellules actuelles à électrolyte liquide, qui sont encore à ce jour plus faciles, plus rapides et moins chères à produire. Il faut alors passer à l'étape supérieure si on veut que les batteries solides deviennent aussi performantes et durables que les cellules actuelles. On va passer à la cellule lithium-métal
tout solide. Construire une cathode en lithium métallique permet de faire un bond dans la densité énergétique, mais pas avec un électrolyte liquide. Les risques d'emballement sont bien trop importants. Il faut alors passer au tout solide pour assurer une densité énergétique importante tout en rendant les cellules fiables et sécurisées. De plus, il va falloir trouver le moyen de rendre ces cellules plus durables. C'est ce qu'aurait réussi la société QuantumScape aux États-Unis avec une cellule de test. En développant un séparateur céramique révolutionnaire, la capacité des cellules pourrait augmenter de 25%, se charger rapidement et supporter les hautes températures. Les matériaux utilisés permettraient de réduire la production de dendrites et les premières cellules ont été testées avec une durée de vie supérieure à 800 cycles. L'entreprise intéresse énormément de monde et ses investisseurs sont nombreux, comme par exemple le groupe Volkswagen, Bill Gates ou Redwood Materials. Or, cette dernière compagnie, si elle est peu connue du grand public, devrait éveiller l'intérêt de personnes qui s'intéressent de près à la voiture électrique. Si je vous dis que l'entreprise a pour but de créer une économie circulaire en recyclant les batteries, non? Et si je vous dis qu'elle a été fondée par J.B. Straubel, l'un des membres fondateurs de Tesla? Ça vous parle plus? Straubel est en effet l'un des acteurs majeurs de la montée en puissance de Tesla, même s'il a quitté la société en 2019. Il a créé Redwood Materials, mais conserve une activité de consultant auprès de la marque américaine. Il a d'ailleurs récemment signé un accord de partenariat pour la fourniture de matériaux recyclés destinés à la production des batteries Panasonic de la Gigafactory Tesla du Nevada. Donc il se pourrait quand même très bien que QuantumScape intéresse très fortement Tesla à l'avenir. En premier lieu, elle se passe de carbone dans son anode. L'anode est en fait simplement une borne sur laquelle va se former un plaquage de lithium pur. Cela permet d'augmenter drastiquement la densité de la cellule et réduire la quantité de matériaux nécessaires. Moins complexe, cette cellule se recyclerait plus facilement. Autre avantage, la charge est très rapide. 15 minutes suffisent pour passer de 10 à 80% sans avoir besoin d'un important système de contrôle thermique comme aujourd'hui. Elle est également plus sûre que les cellules à électrolyte liquide et permet à long terme de réduire les coûts de production. Comme toutes les autres cellules du genre, elle est encore au stade du laboratoire et sa production en grande série risque de donner pas mal de maux de tête à ses créateurs. En effet, ses performances reposent sur un point fondamental, l'extrême pureté du lithium utilisé. Toute contamination du matériau brut ou lors de la fabrication se soldera par une cellule défectueuse. Les cellules sont également extrêmement sensibles à l'humidité et aux conditions atmosphériques tant qu'elles n'ont pas été scellées. Il faudra résoudre tous ces soucis à la production tout en restant à des tarifs compétitifs, ce qui n'est pas une mince affaire. On le voit, la technologie de la cellule solide lithium-métal est très prometteuse et bien plus avancée que les autres batteries solides. Elle surpasse celles présentes sur le marché et les autres technologies concurrentes qui sont en passe de voir le jour. Elle a pourtant encore des années de développement devant elle et ne pourra être viable que sur le moyen terme. Dans un rapport de Benchmark Mineral Intelligence, cabinet de veille technologique s'intéressant entre autres aux batteries, les premières applications solides verront le jour dans 5 à 10 ans. Elles ne seront faites en très grande série qu'après. Si les premières batteries à électrolyte solide pourraient sortir dès 2025, elles ne sont pas encore des tout solides et ne changeront pas radicalement nos habitudes. Ce sont les technologies lithium-métal qu'il faudra viser pour remplacer les cellules actuelles et il y a peu de chances de les voir avant 2030 pour des applications abordables. Elles resteront au départ chères et donc réservées au haut de gamme. Les experts s'accordent sur une production de batteries solides prévisionnelle de 260 GWh en 2030, quelle que soit la technologie utilisée, à comparer aux 4,8 TWh prévus à cette même date pour les cellules traditionnelles à électrolyte liquide. Donc finalement, si la cellule à électrolyte liquide n'est pas en voie de disparition, devrons-nous nous contenter de ses performances actuelles pour longtemps? Eh bien, pas forcément. Mais ça, je vous le réserve pour le prochain épisode. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao. Sans contrôle technique, sans contrôle thermique, sans contrôle technique. Bah bravo.